Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Token Talkers qui démarre fort avec Maud Clavier qui est avec nous, experte en réalité virtuelle, en métaverse, un sujet qui est passionnant, qui est en train de prendre de l'ampleur dans le Web3, mais aussi à l'extérieur du Web3, on va voir ça, en train vraiment de prendre beaucoup de place. Maud, comment ça va? Eh ben ça va bien. Merci à vous de me recevoir dans votre émission Token Stalkers. Avec grand plaisir. On voit que tu as mis aussi un fond, tu es accordé, tu es brandé, tu es là à 100%, ça fait plaisir. Voilà, et assorti à vous. Bah écoute, trop bien. En tout cas, Maud, super content de t'avoir. On a envie de savoir, les gens ont envie de savoir, dans un premier temps, Maud, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu es arrivée à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'on sait que tu fais plein, plein de choses. Et c'est pas tout le monde qui peut se prétendre expert en réalité virtuelle et métaverse. C'est encore des métiers, on va dire, qui sont nouveaux et qui, j'imagine, ils doivent se construire et doivent passer par des chemins qui sont pas forcément, ceux qu'on connaît ou ceux qu'on pense. Donc, avec plaisir d'en savoir un peu plus. Comment est-ce que tu es arrivé, jusqu'à là où tu es aujourd'hui? Alors je vais partir du plus récent au plus ancien pour éviter de barber les gens. Aujourd'hui, j'ai principalement deux casquettes. La première, c'est que je suis associée et directrice générale d'une société qui s'appelle Vroom, comme vous pouvez le voir ici. C'est une société qui crée à la fois des mondes virtuels dans des plateformes diverses, qu'on appelle la partie studio, mais aussi une société où on a créé notre propre plateforme de métavers dédiée à la culture, qui s'appelle Vroom aussi, et qui est dispo sur les casques de réalité virtuelle. Donc là, c'est voilà, depuis plus d'un an et demi, on est sur la création de software aussi. Parallèlement à ça, je suis présidente du CNXR maintenant pour la deuxième année. Et le CNXR, c'est le Conseil national de la XR. C'est une fédération française qui rassemble 9 associations nationales. Et là, ça a un rôle un peu plus politique, de lobby, pour défendre un peu notre filière, l'excellence française, et mettre voilà, la XR française, quelle qu'elle soit, que ce soit culturelle, la recherche, industrielle, etc., sur le devant de la scène, et lui permettre de se construire et d'évoluer comme il se doit. Donc ça, c'est mes deux casquettes. Donc, je ne sais pas si vous voulez rentrer dans le détail de comment je suis arrivée là, mais voilà, parce que ça Ouais, risque d'être. bah, ça peut être intéressant. En tout cas, si tu as envie de partager un petit peu, comment est-ce qu'on arrive à ce poste-là et bravo déjà pour tout ça parce que j'imagine que tu dois avoir des journées bien remplies du coup. Mes journées sont effectivement bien remplies. Juste pour essayer de la faire courte, ça fait depuis 2015 que je suis dans l'écosystème, on va dire, virtuel, parce que j'ai démarré par la vidéo 360. À l'époque, j'avais créé mon entreprise pour faire du court-métrage audiovisuel classique et des films institutionnels. Enfin voilà. Comme beaucoup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en n'y connaissant absolument rien, mais c'est comme ça qu'on fait de l'entrepreneuriat, c'est bon, ça se jeter dans le vide. Donc je me suis jetée dans le vide, et quand j'ai découvert la vidéo 360, j'ai eu une fascination immédiate. Et à l'époque, comme c'était assez émergent, les événements qui étaient dédiés à la vidéo 360, souvent y mêlaient réalité virtuelle en temps réel, jeux multijoueurs, parfois intelligence artificielle, réalité augmentée. Donc on est devenu un espèce de conglomérat de technologies qui se voyait hyper souvent, mais du coup c'était intéressant parce qu'on avait accès un petit peu à de la connaissance sur l'ensemble. Et au fur et à mesure, les filières se sont spécialisées. Donc moi, au début, j'étais dans la 360 pendant un certain temps en tant que productrice, réalisatrice. J'ai fait des documentaires à moi aussi. Euh, voilà, directrice de production pour d'autres. Et en 2020, au premier confinement, je suis tombée amoureuse de ce qu'on appelle aujourd'hui le métavers, ce qu'on appelait à ce moment-là la réalité virtuelle sociale. Et j'ai commencé à me coller à un groupe WhatsApp où on explorait plein de plateformes. Tous les vendredis on allait explorer une plateforme différente, VRChat, Rec Room et d'autres. Et suite à ce premier confinement où Vroom avait commencé à lancer des premières opérations de festival dans VRChat, le fondateur Louis Cacciotolo m'a contacté et a voulu que je travaille avec lui en tant que chef de projet. J'ai fait ça en tant que freelance un certain temps, et le jour où j'ai fait mes preuves sur notre premier projet avec Jean-Michel Jarre, Notre-Dame, qui était l'un des projets les plus importants de Vroom, j'en reparlerai sans doute après, il a vu que j'avais les reins solides, et donc il m'a embauché, et au fur et à mesure, je suis montée de chef de projet à directrice générale. Donc j'ai été vraiment les mains dans le cambouis pour arriver là où j'en suis maintenant. Et comme les gens dans l'écosystème de la réalité virtuelle m'ont vu depuis 2015, c'est ça qui a aussi attiré mes confrères au sein du CNXR à avoir confiance en moi pour mener l'industrie où elle doit se trouver. Génial. Ouais, donc à la base, tu quand même, t'as quand même cette passion, on va dire, de créer des choses, des environnements qui vont faire vivre des émotions et de sortir un peu de OK, il y a une télé, il y a un écran en face de moi. Non, on va aller chercher quand même plus loin et tu l'allies après avec, de l'événementiel, en fait, si on peut le dire, parce que c'est plutôt tu es plus proche d'une, de, on va dire
créatrice d'événements, organisation d'événements que d'une développeuse, on est d'accord? Ah oui, oui, clairement. Ouais. Avec ta casquette aujourd'hui, mais ce qui est très cool, évidemment, ce qui est différent et avec ça, tu peux aujourd'hui, et vous l'avez déjà fait, organiser, c'est ça qui est fou, on va le montrer, des concerts du coup dans le métavers, donc des concerts qui sont entièrement, digitaux. Est-ce que tu veux nous en dire plus par rapport à ça? Parce que moi je trouve ça incroyable, on a regardé des images avant, c'est de la folie. Alors effectivement, chez Vroom en particulier, on s'est spécialisé là-dedans. À la base, quand on a commencé Vroom, on faisait des contrats pour des festivals. Par exemple, on créait un environnement dans une plateforme virtuelle pour la Biennale de Venise. Et le but, c'était d'avoir un endroit où on puisse passer du temps ensemble avec les réalisateurs, une scène où ils puissent s'exprimer, sous forme d'avatar évidemment, et des endroits, des portails qui puissent montrer des teasers des films qui étaient montrés à la Biennale virtuelle ou des mondes virtuels que eux avaient sélectionnés. Après, on a travaillé avec Jean-Michel Jarre et c'est lui qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier de l'environnement du concert et d'une manière très spectaculaire et exigeante, parce que c'est ce qu'il fait dans la vraie vie. Du coup, lorsqu'on a fait notre premier concert vraiment immersif d'ampleur, qui était en 2020, on a créé Notre-Dame de Paris en 3D, tout virtuellement. On l'a uploadé sur la plateforme VRChat, qui est une plateforme sociale. Et ensuite, on a créé à la fois, on a eu un artiste 2D pour créer des effets 3D qui sortent de la scène et qui rendent l'environnement virtuel plus riche. On avait aussi le scénographe lumineux de Jean-Michel Jarre dans la vraie vie qui a travaillé avec nous pour la partie virtuelle. Donc ça a apporté avec les faisceaux lumineux, etc., un cachet beaucoup plus réaliste. Et enfin, nos équipes à nous qui s'occupaient de tout ce qui était environnement, interaction, DA, un petit peu, on va dire, des lieux et des avatars. Et enfin, moi, à cette époque-là, j'étais non seulement chef de projet, mais réalisatrice virtuelle aussi. Donc, on a fait gaffe à tout ce qui était réalisation virtuelle, de sorte à ce que le broadcast du concert virtuel soit intéressant. Parce qu'au départ, quand on filme de réalité virtuelle, juste comme ça, en filmant son écran, c'est pas très intéressant. On a l'impression qu'on est dans les graphismes PlayStation 2, que c'est pas cool. Enfin, les gens, ils se disent, c'est quoi ce truc-là? Ça fait le buzz, ça a des graphismes tout pétés. Alors qu'en vrai, il y a des raisons pour ça. Quand on est en immersion, c'est hyper impressionnant, même si c'est des graphismes tout pété par rapport à la norme du marché aujourd'hui. Et, euh, et non, on fait attention à ça, à ce que ce soit, même si graphiquement c'est plus bas parce qu'on fait du online, du virtuel, du coup ça prend de l'espace, ça prend de la connexion, mais on essaie de faire des graphismes stylisés qui soient cool et immersifs, donc c'est tout le challenge. Et donc on s'est pas mal, on est devenu assez expert du côté concert, on a fait aussi des one-man shows, on a fait pas mal de performances sur les autres plateformes, mais comme si c'était pas si évident que ça, on a créé la nôtre pour créer des outils justement pour les autres créateurs comme nous qui veulent faire du spectacle vivant, immersif, des outils plus adaptés. Ok, trop bien. Bah, c'est super, super intéressant et super passionnant de t'écouter, Maud. Moi, j'ai une petite question. Quand tu dis on organise plein de concerts, etc., c'est quoi un petit peu la fréquence d'un concert actuellement sur le métavers? Je sais que c'est très nouveau, donc c'est pas encore non plus un zénith, en tout cas, je pense pas. Et du coup, qu'est-ce que ça représente? Combien déjà tu as fait de concerts? Parce que j'imagine déjà le chiffre il doit être énorme par rapport à ce qui se fait actuellement déjà sur le marché. Ça représente combien de concerts ou de one-man shows, etc. Alors attends, il va falloir que je réfléchisse un peu. Depuis qu'on a notre propre plateforme, on a fait, disons, en fait, on a lancé une alpha party en janvier de l'année dernière où on avait 3 concerts en un, donc on produisait 3 artistes dans un même programme. Chaque artiste faisait 3 chansons, on leur avait fait des environnements spécifiques, etc. On a fait 3 concerts en tout pour Jean-Michel Jarre, on a fait Notre-Dame, Oxymore, Versailles. On a fait d'autres projets plus confidentiels avec lui, mais ça, c'est les 3 gros concerts. En novembre dernier, pour notre plateforme aussi, on a fait un concert avec Armani White, qui est un artiste américain qui est en pleine montée. Il a fait une chanson sur Billie Eilish, etc. Et avant ça, avant notre plateforme, on avait fait pas mal de petits concerts, mais qui accompagnaient des festivals, des petits concerts ou des petits stand-up qui accompagnaient soit South by Southwest, soit Venise, soit New Images. Enfin, voilà, on a eu pas mal de partenaires et à un moment donné aussi, avant on avait fait plus de sport, gamification, de broadcast avec France Télévisions. Mais voilà, on n'a pas un nombre de concerts non plus hallucinant. C'est Parce que déjà beaucoup, hein. Ah, c'est déjà impressionnant. La liste que tu sors, c'est déjà super impressionnant. Enfin, on parle quand même d'un écosystème qui est nouveau, naissant, voire même presque pas encore né. Donc, non, franchement, c'est incroyable. En plus, tu sors des noms, des endroits, enfin, c'est formidable. Et si je me mets, par exemple, dans le prisme de l'amateur et je me dis, waouh, Maud, c'est incroyable ce qu'elle fait, est-ce qu'il existe des replays
Est-ce qu'on peut regarder ces concerts en replay? Comment ça fonctionne? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il y a deux choses. Si c'est des concerts qui ont lieu sur notre plateforme, on s'arrange souvent pour avoir des droits de replay pendant 4 mois. Malheureusement, là, la semaine prochaine, le 6, il y a Armani White et Maxence qui finissent. Donc voilà, c'est l'occasion de dire aux téléspectateurs de venir avant cette date-là, se rendre sur l'application Vroom, qui se télécharge sur n'importe quel casque et regarder les concerts. Dès qu'on fait les concerts live, il y a toujours des broadcasts YouTube et les lives restent en ligne un certain temps. Mais ça dépend vraiment du droit, parce que quand on travaille dans le milieu de la musique, vous savez peut-être, tout ce qui est droits musicaux, c'est assez particulier, il faut négocier, et c'est vraiment du cas par cas pour chaque artiste. Là, ensuite, on aura encore Web7 et Le Juice qui seront accessibles un certain temps en replay. En février, on va organiser des replays aussi du concert de Jean-Michel Jarre à Versailles. Donc voilà, c'est souvent événementialisé. Et l'autre chose aussi, pour ceux qui seraient un peu performeurs dans l'âme, c'est que sur notre plateforme, on développe aussi un système où on crée des scènes en 3D avec des créateurs de monde, et des artistes peuvent prendre ces scènes-là pour y performer. Des personnes qui chantent, qui font du stand-up, ce qu'ils veulent, organiser leur événement. Donc voilà, si ça les intéresse, ils nous contactent, on peut faire ça aussi. Ce qui fait que c'est moins lourd en fait en production, c'est le lieu est déjà produit, il y a quelques effets à ajouter et on enchaîne. Et puis j'oubliais aussi toute la scène DJ, on a produit beaucoup de DJ. Donc là, c'est moins du concert, mais c'est quand même des DJ sets. On a produit Minotaur, un artiste complètement virtuel. On a travaillé sur un projet avec l'Arena Défense pour un client qui s'appelait Visive, où c'était en hybride. Il y avait le concert sur place, les écrans du métavers, de notre monde virtuel en même temps, etc. C'était très cool. Je ne vous vois plus. Mais voilà, tout ça synchronisé. On est là. Intéressant, d'accord. Ok, trop bien. Et du coup, alors autant du côté public, donc comme tu l'as dit, il faut être muni d'un casque à réalité virtuelle, évidemment. Il y a votre application qui se télécharge. Et du côté public, je comprends assez bien le fonctionnement, mais du côté artiste, du coup, quelle est l'organisation que lui doit avoir? Est-ce qu'il doit être, je sais pas, dans un studio? Comment ça se passe lui de son côté? Je suis assez curieux de savoir ça. Côté artiste, c'est un gros sujet, mais juste avant de répondre à ta question sur l'artiste, concernant la diffusion, effectivement, aujourd'hui, il faut un casque de réalité virtuelle pour l'expérience premium, mais ensuite, il y a toujours des broadcasts en flat sur les écrans qui sont disponibles, et on a l'intention de devenir, en tout cas pour notre plateforme, smartphone compatible au bout de 6 mois, donc pour avoir aussi une antenne plus accessible. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Pour les artistes, il y a pas mal de dispositifs qui vont du plus professionnel au moins professionnel. Le plus professionnel, quand c'est nous qui faisons des créations, etc., on fait de la motion capture. Donc, c'est-à-dire, on va aller à la rencontre de l'artiste et le capter dans sa performance, soit à l'aide d'une combinaison, mais ça maintenant c'est déjà vintage, parce qu'on est passé à ce qu'on appelle la motion capture markerless. Donc, c'est des caméras qui entourent l'artiste et qui captent en direct son mouvement. C'est d'ailleurs ce qu'on a utilisé pour Jean-Michel Jarre à Versailles, parce que c'était une performance qui se passait au château de Versailles en même temps et en virtuel. Donc, il y avait des caméras cachées de markerless pour le capter en direct sur son avatar. Et ça, voilà, soit les artistes sont en studio, soit ils performent déjà live quelque part. On l'a plus souvent fait en studio avec un retour écran du public virtuel, quand c'était des productions 100% virtuelles. Et quand l'artiste performe en live, on appelle ça de la performance hybride. Il performe à la fois sur une scène et pour le virtuel. Ça, c'est une première solution, et c'est la solution évidemment la plus chère, la plus logistique. Il y a une seconde solution qu'on a essayé une fois qui s'appelle, nous on appelle ça l'hologramme, mais c'est pas vraiment l'hologramme. C'est on filme l'artiste avec une Kinect, c'est un vieux système qu'on utilisait pour la Wii, etc. Une caméra qui va filmer l'artiste et le retransmettre dans le monde virtuel en live avec un effet un peu holographique à la Star Wars. Donc on va le voir en semi-volumétrie, pas en 360, pas en full 3D. Mais si on le met par exemple contre un mur noir dans le monde virtuel, ça fait quand même une impression assez particulière. On dirait l'artiste il est avec nous dans le monde virtuel, c'est assez marrant. On a fait ça pour Jean-Michel Jarre dans son concert Oxymore, vous pourrez le voir sur notre site. Et enfin, nous, ce qu'on cherche à développer sur Vroom avec les artistes qui utiliseraient nos stages, c'est travailler avec des artistes soit qui sont équipés, soit équiper leur label, d'un casque de réalité virtuelle et d'un système qu'on appelle de full body tracking. Donc c'est des trackers par exemple qui sont vendus avec certains casques, qui se mettent sur les poignets, les chevilles, la taille, la hanche, de sorte à ce qu'on puisse traquer un minimum leur mouvement. Ok. Donc ça, c'est un peu les 3 grands dispositifs. Ouais, donc comme tu dis, c'est de la folie parce que ça évolue aussi évidemment très très vite et il y a plein de types de techno qui sont en train d'être développés et plus c'est en train d'être adopté et plus ça va le faire. Et moi, je suis pas très au courant de justement un petit peu les casques, combien est-ce qu'il y en a, etc.
tout ce que je sais, c'est qu'Apple va en lancer un, etc. Mais est-ce que c'est juste du très très bon marketing ou est-ce que vraiment il va être au-dessus du lot? Ça représente quoi aujourd'hui le marché du casque et comment est-ce que ça évolue? Je suis assez curieux de savoir ça. Alors, c'est un marché encore très naissant. Pour comparer, au début du smartphone, il y avait un smartphone, puis 2, puis 3, et chacun créait ses propres systèmes avant qu'on arrive au iOS/Android. Aujourd'hui, dans le milieu du casque virtuel, le grand dominant, c'est Meta, déteneur du groupe Facebook, WhatsApp, etc., et qui a lancé les casques Oculus et maintenant qui s'appellent MetaQuest. Donc les MetaQuest 2 et 3 sont des casques blancs, populaires, qui coûtent entre 300 et 500 dollars et sur lesquels il y a beaucoup de jeux. Enfin, il y a un écosystème existant sur ces casques qui est très puissant et c'est la majorité du marché. Il y a quelques concurrents, HTC Vive aussi, qui est un casque taïwanais assez ancien, mais ce casque a eu plus de popularité pour une clientèle B2B, donc les gens qui font de la formation, de la sécurité, etc., ou pour des salles d'arcade de réalité virtuelle. Vu que c'est plus cher, c'est plus rare que les gens l'achètent chez eux directement. Il y a eu des casques liés au PlayStation VR 2, PlayStation VR 1. Ceux-là aussi ont connu un certain succès, mais pas autant que l'écosystème MetaQuest. Et enfin, il y a un casque chinois qui s'appelle Pico, qui est un bon concurrent, mais qui maintenant aussi se réoriente sur la partie plutôt entreprise. Après, il en existe plein d'autres. D'ailleurs, il y a un casque français qui s'appelle le Lynx, mais il se lance maintenant en industrialisation, qui est un peu dans le même créneau que Apple, qui est en réalité, ce qu'on appelle la réalité mixte, donc qui intègre le fait qu'on puisse voir son vrai environnement avec de la réalité augmentée. Donc, il y a l'écosystème des casques qui est assez varié, puis il y en a plein que je ne vais pas vous citer, parce qu'il y en a d'autres encore des compétiteurs, mais là, je cite les principaux. Et Apple, pour moi, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, dès que le hardware sort un produit, on est obligé en fait de sortir vite les produits aujourd'hui. Contrairement à il y a 10 ans, on pouvait sortir quelque chose de complètement polish. Aujourd'hui, pour avoir une place sur le marché, pour dire qu'on existe, il faut sortir un produit avant même d'avoir sorti vraiment des applications qui vont avec, un écosystème qui fonctionne, etc. Donc je pense que la coquille Apple est hyper impressionnante en termes de composantes technologiques. Maintenant, l'usage, il n'est pas encore vraiment là. Eux, ils le voient comme du spatial computing, donc avoir plusieurs écrans, travailler, etc. C'est assez flou pour moi parce que je suis plutôt quelqu'un du concert, du gaming, comme vous voyez. Donc pour moi, Apple, tout de suite, la seule chose que je pourrais y voir comme développement pour nous, en tout cas spécifiquement Vroom, c'est de créer des concerts en réalité mixte. On a déjà fait des tests d'ailleurs sur le Quest, c'est prendre l'avatar de l'artiste et le mettre dans notre salon, pouvoir le bouger, le rapetisser, le mettre dans notre main, au loin, dans la cuisine, enfin voilà, s'amuser avec l'avatar de l'artiste qui joue pour nous. Donc ça me fait beaucoup rire comme type de test, et je pense qu'avec Apple, on aurait des résultats assez fous. Mais j'ai encore du mal à voir, effectivement, pour nous, vraiment ce qu'Apple nous apporterait, mais c'est un beau device technologique et on verra ce que les développeurs en feront, on va dire. C'est ça qui en créera la richesse. Moi, tu enchaînes beaucoup sur AR, VR, MR, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Est-ce qu'on peut se poser 5 minutes et que tu nous dis c'est quoi la différence entre chaque chose? Parce que ça fait, pour beaucoup de gens, c'est presque la même chose en fait. Et du coup, l'idée, est-ce que tu arrives à nous expliquer les trois différences entre chaque monde? Alors oui, je vais me lancer dans la partie définition. La réalité virtuelle, c'est le fait d'avoir souvent c'est un casque, mais ça peut être d'autres dispositifs comme des caves, etc. C'est le fait d'être nous en immersion dans un monde qui est lui complètement virtualisé, modélisé. Donc c'est le fait d'être en immersion dans un monde, on peut tourner la tête à gauche, à droite, derrière, voir un environnement unique, un peu comme dans la vraie vie, donc c'est assez intuitif. Mais voilà, avec des environnements stylisés. La réalité augmentée, c'est le fait de voir son environnement réel, mais d'y ajouter un élément digital qui ne fait pas partie de cet environnement. Et on peut le voir à travers un smartphone, des lunettes, des casques, enfin, il y a pas mal de dispositifs pour ça. Ce qu'on appelle la réalité mixte, ça concerne plutôt les casques. Ça veut dire qu'un casque de réalité virtuelle peut aussi faire de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'avec un mode spécifique, on peut soit avoir un environnement full designé, 3D, etc., soit certains jeux où on n'a que des composantes, on a par exemple qu'un avatar, des effets 3D et compagnie. Le métavers, ça a fait beaucoup de bruit l'année dernière, mais pour nous, en tout cas professionnels de LXR, et là je parle un peu au nom du CNXR, pour nous le métavers c'est forcément immersif, c'est forcément interactif en temps réel et interconnecté, et pour l'instant on a plutôt des plateformes de métavers comme Vroom, VRChat et d'autres Rec Room, etc., qui sont des métavers,
Mais le concept de métavers au sens large, le et unique métavers, ce sera plus tard quand toutes ces plateformes seront interconnectées, ce sera l'Internet de l'immersif. Donc voilà, ça c'est un peu la partie définition. Ok, c'est super clair. Je pense que c'était important de revenir sur le sujet parce que pour beaucoup de personnes, c'est un peu encore nouveau et c'est bien. Merci beaucoup pour la définition. Et donc, tu as conclu par le métaverse en disant effectivement, ça fait un gros buzz l'année dernière. Tout le monde s'est dit, oh là là, il faut que je lance mon métaverse, il faut que je lance mon métaverse. On a vu des gens un peu qui sont partis dans tous les sens là-dessus. Sans vraiment savoir quel sera le futur métaverse. Est-ce que ça sera celui de Facebook, Meta, etc., etc. Et ça, c'est aussi un défi. Et pour toi, en fait, il va y avoir un moment, peut-être plusieurs métaverses, mais ils seront tous interconnectés. Hein. C'est ta vision? Oui, alors ma vision, c'est un peu ridicule de vouloir qu'un métavers gagne, parce que c'est comme un site web ou comme un réseau social. C'est comme si aujourd'hui on disait on a le droit d'utiliser que Facebook. Bah non, on a d'autres réseaux sociaux, on y fait d'autres choses. Donc chaque réseau social entre guillemets / métavers devient un peu spécialisé dans son secteur. Donc Facebook Horizon, ils ont eux une plateforme qu'ils veulent mettre en avant et qu'ils aimeraient promouvoir comme la plateforme appartenant à leur casque. Mais c'est une erreur parce que c'est la multitude en fait de plateformes et de plateformes spécialisées. Il y en a par exemple qui sont plus pour le musée, d'autres qui sont plus axées web, d'autres qui sont construire son propre monde en Lego. Enfin voilà, il y a tellement d'applications possibles. Tout comme les sites web, qu'il vaut mieux être spécialisé et bon dans son domaine. Et plus tard, effectivement, c'est pas pour tout de suite, mais nous, on y pense déjà, en fait, créer des métavers pour des marques avec notre système technologique, le même que Vroom, avec un back-end, donc un développement partagé qui ferait que si jamais on a plusieurs clients avec des interfaces à eux, si on se faisait amis dans l'un de ces métavers, on resterait amis dans les autres métavers, etc. Enfin, il y aurait une interconnexion. Et la vision long terme, c'est un peu ça, c'est de savoir qu'il y aurait des portails entre Vroom, entre VRChat, entre Rec Room et compagnie. Et c'est finalement une vision assez proche de celle que défendent les gens du Web3, que j'imagine c'est un domaine que vous connaissez mieux. Le Web3, à la base, l'idéologie, c'est de se dire, ok, je me balade dans des interfaces en 3D, mais sur le web en flat, avec toutes les datas qui appartiennent à mon avatar. J'ai plus besoin de dire, j'aime les cookies, j'aime les ceci. Tout est un peu automatisé et j'ai ma monnaie, mon pouvoir et toute ma possession avec moi, collée à moi sur mon avatar, et je me balade dans différentes interfaces. Et ces interfaces sont entre guillemets interconnectées, etc. Sauf qu'on sait tous que le Web3 a aussi eu des mauvaises réputations l'année dernière, comme les métavers, dans le même sac. On a essayé les métavers, c'est des méchants, ils vendent des terrains, ils font de la spéculation pour rien, etc. Mais bon, c'est assez loin de l'idéologie au final du Web3. Ouais, mais parce que oui. Mais déjà, je suis ultra connecté dans le fait de dire chaque métavers, chaque univers, c'est une expérience différente. On pourrait très bien avoir un métavers entre guillemets nature pour aller se poser, faire du yoga, couper de tous les bruits, etc. Un autre métavers pour, je sais pas, les gens qui ont envie de courir. Ça peut être plein de choses et c'est l'enrichissement justement de tous ces projets qui va faire que tous vont avancer et tous vont se pousser à être meilleurs. Et tu l'as dit aussi toi-même, par exemple, ok, avec niveau technologique, on ne peut pas attendre, développer tranquille. Non, on est obligé de cravacher et de sortir la tech. Donc ouais, ultra intéressant. J'avais une deuxième partie, je ne sais plus ce que j'en ai fait, deuxième partie de ma question. Parce que en fait, j'ai plein de questions en tête, mais je ne sais pas si j'entendais en attendant que je la retrouve. J'ai plein de questions pour toi, Maud. Hein. J'ai plein de questions pour toi. Bien, à la base, tu as dit de l'univers de 360. D'accord? L'univers du 360, c'était donc pas du tout de casque, mais c'était la possibilité d'aller sur un site internet et de voir, par exemple, une maison de l'immobilier en 360. Pouvoir se balader dans une pièce, c'est ça. Et ça, ils ont aussi adapté ça aux jeux vidéo, donc l'univers un peu 360. Et pour toi, le futur du jeu vidéo, ça passe aussi par la gamification du métaverse. C'est par là que ça va vraiment commencer, hein, j'imagine. Parce que le métaverse, on en entend parler sur les concerts, ce que tu fais, et je pense que vraiment, tu es au top là-dessus. Mais ça va aussi peut-être être un peu plus populaire grâce aux jeux vidéo. En fait, ma question, elle est plutôt pour vraiment la réorienter. Par où va commencer à exploser le métaverse pour que ça soit le plus en plus populaire? Parce qu'actuellement, le retail, il prend encore du temps à y aller. Est-ce que c'est par le gaming? Est-ce que c'est par les concerts? Qu'est-ce que tu penses? Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode.
C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. C'est une question assez complexe. Juste pour revenir au début, tu sais, tu parlais de 360. La vidéo 360, elle peut aussi s'expérimenter sur casque. Et moi, c'est le format que je favorisais parce que du coup, on est dans un environnement. Par exemple, j'ai fait des documentaires au Liban, en Afrique. La personne mettait un casque, elle tournait la tête, elle était dans l'environnement que j'avais filmé. Par contre, elle ne pouvait pas se déplacer. Et moi, je suis passée directement de la 360 au métavers, entre guillemets, sans passer par la case jeu en réalité virtuelle pour joueurs uniques, parce qu'il y a eu toute cette phase-là qui a été ultra populaire. Il y a par exemple un studio français qui s'appelle Atlas 5 qui a gagné des prix partout avec des expériences qu'on appelle pour joueurs solo. Et moi, ces expériences-là, je voyais pas trop le truc. Je suis ok, on est dans une simulation ou dans un film d'animation immersif, etc. Mais c'est pas encore ce qui m'a appelé. Du coup, ce qui m'a appelé, c'est de passer du côté documentaire à directement le côté plus événementiel. Donc ça, c'est une chose. Pour moi, ce qui va créer la popularité, il y a plusieurs biais. Il y en a un, c'est la communauté. C'est que chaque métavers, entre guillemets, crée des communautés, voire des sub-communautés. Par exemple, VRChat est assez populaire pour créer des communautés de furies, comme on dit, d'avoir des communautés assez ouvertes, des mangas. Et plus il y a un aspect un peu communautaire où les gens se retrouvent et se reconnaissent, plus la popularité grandit. Il y a une autre chose aussi que je me demande, c'est où est passé le marketing des casques, parce que je ne comprends pas pourquoi depuis tout ce temps-là, il n'y a pas Meta qui s'est associé avec un Game of Thrones pour proposer un épisode unique. Genre, le dernier épisode de la série, il se voit que en vert et que dans le casque. C'est cruel, mais tout le monde achèterait le casque. Et il y a un peu deux choses. Il y a à la fois, en fait, ce qui est délicat, c'est que souvent, il y en a qui font des produits d'appel pour un one-shot, pour un événement. Par exemple, là, bientôt, il y a un concert de Taylor Swift qui va être dans la plateforme de Facebook. Donc peut-être que les gens vont acheter le casque, regarder ça, mais derrière, ils ne vont pas y retourner. Donc avoir des applications où les gens ont envie de revenir, ça c'est le gros challenge qui va faire que le métavers sera adopté ou pas adopté, parce que faire en sorte que plein de gens achètent un casque d'un coup aussi avec une OP, ce serait bien et possible, mais comment penser à la rétention? Moi pour l'instant, un des trucs, et je ne suis pas seule là-dessus, une des choses qui retient le plus les gens à réutiliser leur casque de réalité virtuelle, c'est le jeu Beat Saber. Vous le connaissez sans doute. C'est un jeu où on sabre... il y a une musique, on est tout seul et on sabre des cubes comme ça en rythme. C'est hyper fitness, jouissif, on peut y jouer juste 15 minutes par jour. Et c'est vraiment le jeu qui a fait le plus d'argent en réalité virtuelle, c'est le gros hit, et pourtant ça a déjà 4 ans je crois. Donc c'est déjà assez vieux, donc on attend le prochain hit. Et nous avec Vroom, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais ça se fait pas en un jour, c'est de créer des communautés musicales, des fandoms, des gens qui aiment vraiment certains artistes ou certains styles, qui se retrouvent, qui font des meet-up, des tables rondes en parallèle des concerts auxquels ils assistent, et qui est vraiment un mouvement communautaire qui se crée. Et pour moi, c'est par là que va commencer le côté populaire du métavers. Ouais, les créations de communautés, ça, de toute façon, Web3, c'est vraiment le cœur, le gros cœur de cette industrie, et on le sait, et on a de plus en plus tendance à avoir des comme tu dis, des sub-communautés, sub, jusqu'à arriver dans des niches. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que, du coup, dans par exemple, je sais pas, les tickets de concert aujourd'hui, est-ce que c'est des NFT? Est-ce que c'est pas du tout comme ça? Est-ce que vous intégrez déjà justement des NFT dans, je sais pas, d'une certaine façon, même pour l'avatar, etc. Est-ce que ça c'est déjà intégré, c'est natif? Alors, on a un souci là-dessus, c'est qu'en fait, dès qu'on a une application en réalité virtuelle, on doit reverser de l'argent au casque qui nous héberge. Ouais. Donc, Ok. Meta, Pico, Steam, et ce qui est d'autant plus complexe, c'est donc qu'on doit créer des systèmes monétaires différents pour chaque casque. Donc, il n'y a rien qui unifie l'ensemble. Ce qui fait que si on faisait du NFT, etc., en gros, on se ferait éjecter par le casque, parce que si on crée quelque chose de monétaire en dehors du casque, ça veut dire qu'il ne touche pas l'argent dessus, il nous éjecte. Ça risque de changer quand même en cours d'année, parce qu'il y a une loi européenne qui a été votée, là, qui va être appliquée dès juin, que les stores ne peuvent plus avoir la main mise comme ça sur tous les contenus et prendre des pourcentages. Donc on va voir comment ça s'applique.
Mais du coup, pour l'instant, en plus, on n'a pas encore mis en place, enfin, on a développé le système de monétisation, mais on va bientôt le tester. Donc nous, pareil, on fonctionnera par ticket, par asset store, enfin des systèmes assez classiques dans le milieu du JV et de l'événementiel. Mais voilà, tout ce qui est Web3, on aimerait potentiellement l'intégrer un jour parce qu'on aimerait faire du smart contract entre les créateurs de monde qui créent leur stage et les artistes qui utilisent ces stages. Parce que les artistes pourront soit payer le stage et faire du concert gratuit, soit faire du concert payant et avoir un revenu cher. Mais dans tout ce qui est monétaire et partage de monétisation, etc., forcément, le Web3 serait plus pratique, mais aujourd'hui, on ne peut pas l'intégrer. Ouais, j'imagine que enfin, ça serait pas forcément le plus percutant pour vous de dire, bon, bah, on fait notre casque, comme ça, au moins, on a nos contrôles, etc. Vous avez déjà, j'imagine, bien assez à faire. Et ça, c'est peut-être un petit peu c'est un peu la vague sur laquelle ils peuvent surfer un peu au début parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Et après, ça va se réguler. Justement, bah, ça m'amène sur la question de la réglementation un petit peu. Comment est-ce que est-ce que c'est encadré du coup tout ce qui est réalité virtuelle, métavers, etc. Au niveau même français, européen, mondial, peu importe. Mais est-ce que ça parle? Est-ce qu'il y a rien? Il y a un vide juridique? Où est-ce que ça en est? Il y a beaucoup d'avocats qui diront qu'il y a pas mal de lois pour le online qui sont applicables pour les domaines immersifs, métavers. Mais il y a tout de même un travail qui est fait. Il y a d'ailleurs des personnes de la DGI qui nous interrogent par-ci par-là dans tout ce qui est sécurité nationale pour savoir un peu creuser le sujet de tout ce qui pourrait être plutôt cybersécurité, atteinte. Donc si, il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce que pour raconter une anecdote, une fois je suis allée dans VRChat, une plateforme assez populaire et assez peu restrictive. J'ai commencé à jouer à un escape game et 40 minutes après, je me suis retrouvée dans une chambre niveau final avec des photos d'enfants et leurs prix. Voilà, juste pour dire le côté morbide de la chose. Donc ça, évidemment, bah non, on ne veut pas que ça passe. Et il faut qu'il y ait des réglementations qui sortent là-dessus et que ce soit plus rigide. Donc c'est c'est en cours. Sauf que le problème entre l'entrepreneuriat et la réglementation, on le connaît tous, c'est pareil pour le Web3, l'IA, la réglementation est toujours plus lente que la technologie. Donc voilà, comment pallier ça? Nous, sur notre plateforme, évidemment, on fait notre maximum au niveau de la sécurité, de la modération. On aura toujours une modération avant de publier un monde virtuel. Enfin, voilà, on s'arrange, en tout cas pour l'instant, pour ne pas arriver à des extrêmes comme ça. Mais VRChat, ils ont un parcours compliqué parce que c'est une plateforme gratuite, ils ont tout permis depuis toujours, ils ont permis aux développeurs de faire absolument ce qu'ils voulaient. Et derrière, ils ont voulu mettre des blocus et des sécurités, sauf que bah, maintenant, ça arrange un peu les choses, mais ça arrive tard, quoi. C'est plus facile de développer à l'inverse de la sécurité dès le départ que cheminement inverse. Et quelle est la société qui encadre ça? Quel est l'organe de contrôle? On sait que, par exemple, dans le Web3, c'est une grosse partie financière, donc c'est l'AMF. Dans le cadre de la réalité virtuelle, est-ce que vous avez un organe de contrôle qui contrôle cette partie-là? C'est quoi? C'est de la police? Est-ce que tu sais? Non, pas vraiment, je ne saurais pas dire. Alors nous, en Europe, on regarde pas mal la réglementation européenne. Sinon, on crée des clusters associatifs comme on a fait avec le CNXR pour remonter nos sujets aux différentes antennes gouvernementales et de manière nationale. Mais il n'y a pas un organisme, par exemple, mondial de la réalité virtuelle et des métavers qui contrôlerait l'ensemble. Enfin, ça n'existe pas. Ah, donc vraiment, il y a tout à faire. Il y a tout à faire, effectivement. Tu as raison, Luc, on est que début de cette partie-là. Et justement, tu parlais, Maud, du CNXR, donc, sur lequel tu es présidente. Félicitations pour ça. Et justement, quel est le rôle de cette partie-là, de cet organe? Donc, c'est une société, si je ne dis pas de bêtises. Quel est le rôle de cette société pour… Pardon, je t'ai juste coupé, désolé, pour dire que c'était une association. C'est pas une société. Ok, super. Et toi, en tant que présidente de cette association, quel est le rôle de cette association? Justement, c'est l'accompagnement, c'est juste une nouvelle société. Je contacte Maud pour avoir un peu plus d'informations. Quel est le rôle de la société, de l'association comme toi, par exemple? Le rôle, c'est de fédérer l'écosystème français. Donc, encore une fois, on est 9 associations. Et notre premier travail l'année dernière, lorsqu'on a commencé à lancer le CNXR, ça a été de faire une étude de marché française sur la XR, savoir quelles étaient les sociétés, quels étaient leurs chiffres d'affaires, le mapping, leur domaine créatif. Ça nous a pris toute une année de faire ça, en partenariat avec le cabinet Kantar pour avoir des données anonymes, pour permettre à chacun de s'exprimer. Et une fois qu'on avait ces datas, on en a ressorti des grandes problématiques qui étaient que les sociétés de XR ont du mal à se faire financer,
qu'elles ont du mal à recruter ou faire connaître leur métier et qu'elles ont du mal à distribuer leurs œuvres. Donc, suite à cette première année, on va dire plutôt d'études et de prise de contact aussi avec les différents ministères, on a fait un événement au ministère de Bercy pour le compte-rendu d'études. Derrière, cette année, on va travailler sur l'opus recrutement et connaissance de nos métiers en créant un portail complet sur le site du CNXR où on pourra poster des annonces, mieux connaître les métiers, etc. Et dès qu'il y a des choses spécialisées, ça renverra vers les associations. Parce que les associations elles-mêmes, elles sont spécialisées dans des verticales comme la recherche, la création, la production, enfin il y a pas mal de verticales. Et enfin, on imagine lancer en fait des gros chantiers annuels sur des sujets qui concernent l'industrie, de sorte à la rendre plus forte, plus connue. Et j'imagine que l'année prochaine, par exemple, on travaillera peut-être un peu plus finement sur la partie financière ou distribution. D'ailleurs, ça commence, on a interrogé quelques investisseurs en one-to-one pour comprendre qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement quand ils investissaient dans nos domaines, pourquoi, comment, enfin, les acculturer. Mais ça reste un sous-chantier. Voilà, c'est un peu ça le CNXR. Ouais, donc c'est de toute façon c'est comme on dit, hein, l'union fait la force et on l'a vu aussi nous par exemple dans la tokenisation, on voit que toutes les personnes qui ont créé la DAN avec une association aussi pour faire ça, sur le long terme, c'est une force parce que ça pousse l'écosystème, ça pousse tout le monde l'écosystème vers le haut et ça oblige tout le monde à mettre de l'énergie positive et dire bon, qu'est-ce qu'on crée? On se pose, on n'est pas tout seul dans notre coin en train de développer. Tout le monde peut mettre de l'énergie, collaborer ensemble et c'est ce qui fait accélérer la croissance. Et du coup, au niveau, moi je suis curieux, au niveau mondial, comment se porte la France dans cet écosystème alors? Est-ce qu'on est bien? Au niveau mondial, on est très fort sur le point de vue artistique parce qu'on est un des seuls pays au monde avec une aide publique pour les œuvres immersives. Le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image, c'est très connu pour financer les films, les documentaires, les autres segments artistiques. Et très tôt, dès 2016, il me semble, ils se sont positionnés sur le fait de financer l'immersif. Donc des œuvres soit d'animation en 360, soit des films 360, et ils se sont améliorés avec le temps à financer ce qui était au bout du jour, ce qui était plus immersif, métavers et compagnie. Ils financent toujours des choses artistiques et narratives dans l'ensemble, donc c'est pas vraiment du concert, etc. comme nous on fait, mais ça a permis aux œuvres financées déjà de pouvoir avoir un financement assez solide, de pouvoir chercher des cofinancements, puis d'être distribués dans des festivals hyper réputés comme Venise, Raindance, South by Southwest, enfin, les grands festivals qui montent de la réalité virtuelle. Donc en fait, les Français, on est extrêmement réputés pour nos films et notre patte artistique. Après, on est moins bon, entre guillemets, en business. Enfin, si on se compare aux États-Unis, les États-Unis, ils vont financer beaucoup et d'un coup, et ça passe ou ça casse, et voilà. Mais voilà. Nous, en France, en tout cas, on est sur le devant de la scène là-dessus. En termes de maîtrise aussi des techniques, on est pas mal parce qu'on a des écoles comme les Gobelins qui se sont mis aussi à la réalité virtuelle. On a beaucoup d'écoles de jeux vidéo et de 3D qui sont mis à la réalité virtuelle assez tôt. Donc tout ce qui est développement, création graphique, etc., on a une très bonne réputation là-dessus. Mais là où on reste pas bon, c'est la partie financière. Pour savoir faire des gros financements, même à échelle nationale, on finance plutôt les œuvres plutôt que les sociétés en tant que telles. On finance, on fait du petit financement plutôt que de financer des énormes champions qui pourraient lancer l'écosystème. Alors qu'aux États-Unis, ils vont financer en masse des plateformes de réalité virtuelle, plutôt des choses structurelles. Donc c'est un peu ça le comparatif. Ils ont une inversion au risque, les États-Unis, qui est un peu l'opposé de l'Europe, où ils sont capables de mettre beaucoup d'argent sur pas grand-chose. Alors qu'en France et même en Europe, les gens sont un peu plus réfléchis. Ils se disent, bon, ok, on va investir dans tel ou tel projet, mais on va y aller tranquillement pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que là aussi, où la France a peut-être, et tu me dis si je me trompe, mais peut-être aussi une carte à jouer, et là où elle a un petit peu de l'avance, c'est aussi dans le secteur du luxe, parce que la France est très connue pour le secteur de la mode, du luxe, Fashion Week, etc. Et je sais que beaucoup de marques de luxe sont aussi très présentes dans ce secteur d'activité. Et je pense que vraiment, dans le futur, la France a vraiment une carte à jouer par rapport à cette partie-là. Maintenant, pour toi, quel va être le reste de l'évolution, par exemple, dans le monde du métaverse? On sait que c'est quelque chose qui est encore très nouveau. On est vraiment qu'au début.
quelles vont être les prochaines étapes et les prochaines évolutions pour toi de cet écosystème? Pour moi, l'évolution, elle part vers de l'hybridation, c'est-à-dire mêler le réel du virtuel, avoir des moments pleinement immersifs et d'un coup des moments, comme je disais, en réalité mixte, on voit juste certains éléments, être à la fois sur scène, etc. Il y a aussi quelque chose qui est assez encore plus nouveau, qui s'appelle tout ce qui est tactile. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pas le nom en tête là tout de suite. Et bref, tout ce qui est équipement tactile en réalité virtuelle, donc c'est des gants, des gilets qui nous permettent de ressentir encore plus de choses, qui nous permettent de ressentir les choses virtuelles. Pour moi, ça c'est l'avenir aussi, mais l'avenir à beaucoup plus long terme. C'est d'avoir des équipements tactiles chez soi ou dans les salles qui soient plus ou moins sophistiqués pour accompagner ces expériences virtuelles et avoir de plus en plus de features sociales. Par exemple, pour l'instant, on se retrouve dans des mondes virtuels avec des personnes du monde entier. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'interconnexions. On dira, bah voilà, si je t'aime bien, je t'ajoute en ami, bah hop, ça t'ajoute sur mon WhatsApp. On peut aussi se connecter en vrai. Avoir cet écosystème virtuel, on pourrait le mapper directement dans le vrai monde et dire, ah bah tiens, moi j'habite à Barcelone, tiens, j'ai tel ami virtuel qui passe dans le coin, va le voir pour boire un verre. Enfin, qu'il y a une espèce de réseau social amélioré, en fait, et presque intuitif. Et aussi, la grande évolution, ça va être la partie, ce qu'on appelle UI/UX, donc User Interface, User Experience. C'est que pour aujourd'hui, c'est encore très geek quand on va dans les plateformes de réalité virtuelle. Souvent, c'est pas hyper intuitif pour les gens qui n'en font pas. Apple, je pense qu'ils vont foutre un énorme coup de pouce là-dessus parce qu'ils sont très sur l'intuitif UI/UX. Mais du coup, ça va inciter les autres casques à améliorer ce pan-là. Et donc, ça va devenir de plus en plus intuitif. On mettra le casque, on l'enlèvera, on aura des lunettes. Ça fera partie un peu intégrante de nos vies, comme à la même échelle que des réseaux sociaux. Ah, un tel est là, il est dans telle partie, vas-y, machin, mais sans que ce soit intrusif comme aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est un peu ça l'évolution. Ouais, donc vraiment d'avoir le mot hybride, comme tu dis, où en fait, on va pas être tout le temps dedans avec le casque, etc. Mais ça va être des moments de vie. Et on le voit, par exemple, tu parlais des one-man shows aussi tout à l'heure. C'est ultra, ça peut être ultra intéressant. On sait qu'on a toujours un peu cette image des artistes, des comiques qui sont allés à Paris dans des petits one-man shows pour se faire connaître, etc. En fait, on pourrait leur donner leur chance directement depuis là où ils sont, sur des plateformes virtuelles, ce qui leur donne beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus de, de monde à voir en une fois et leur donner leur chance. Ok, ben, on fait déjà des tests sur la réalité virtuelle et après, ben, pourquoi pas dans la réalité. Ça ouvre, en tout cas, j'essaie toujours de voir le côté nouvelles opportunités, peu importe pour qui ce soit, mais il y a toujours des nouvelles opportunités que des gens vont pouvoir saisir et c'est ultra intéressant ça. Bah non, on est très focus là-dedans. On a envie de donner des nouvelles opportunités aux artistes. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça les oblige à créer d'une nouvelle façon. Par exemple, une fois, on avait fait un stand-up dans VRChat, donc l'artiste elle-même avait pris un avatar relativement classique au début, et tous ceux qui étaient en face d'elle, c'était des poulets, des chats, des mangas, des dragons. Donc forcément, quand ça rebondit, ça palpe avec le public, c'est « Hé, toi le poulet, là, ouais, même pas tu t'es fait retirer hier, ah, enfin voilà, des blagues sur les avatars. » Elle-même, ensuite, elle a pris du fun dans le truc, ils disaient « Bah tiens, moi aussi, je vais changer d'avatar. » Donc souvent, les humoristes, quand ils disent « Ah bah voilà, je suis grand, je suis machin, machin », ils se décrivent, bah là, ils peuvent le faire 5 fois dans le show avec des apparences complètement différentes. Ah bah ouais, moi je suis un manga, ouais, c'est dur la vie, je suis beaucoup trop petit par rapport aux autres, enfin j'en sais rien, mais il y a des jeux d'humour qui se jouent qui sont différents. En VR, on peut lancer des emojis pendant le show, donc il y en a, ils lancent des cœurs, ils lancent d'autres trucs selon les emojis qui sont dans leur poche. Donc il y a des nouveaux modes de fonctionnement et d'interaction qui sont complètement différents et qui sont hyper fun et c'est drôle de jouer avec les codes aussi du virtuel, ce qui fait que c'est pas exactement la même chose que de performer dans le réel, mais ça donne clairement des billes, des chances, des opportunités, et c'est un peu pareil pour tous les domaines, pour les chanteurs, les danseurs, etc. C'est des pratiques qui sont différentes, et l'idée c'est de s'adapter à une nouvelle forme de création, même dans un idéal, il y a aussi des formes de scènes qui sont classiques, mais on crée aussi des choses complètement pétées, on peut performer sur la lune, dans une fleur, avoir le public tout autour de soi, avoir une disposition de public qui change, nous être métamorphes, en mouvement, etc. Et là, la façon de performer, elle n'a plus rien à voir. Donc c'est intéressant sur les deux pans, on va dire. D'accord. Tu parles justement de différents domaines. Donc, on a parlé de la mode, du luxe, on a parlé des concerts,
de différentes choses. J'ai l'impression qu'il y a un lieu où il y a beaucoup, beaucoup de spectateurs, mais il y a pour l'instant encore très peu de présence. C'est le domaine du sport, que ce soit des matchs de foot, des matchs de basket, que ce soit, je ne sais pas quel style de sport. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel tu as des fois des demandes? Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui est en train de se développer ou c'est encore un petit peu en stand-by? Le sport, c'est hyper compliqué parce que c'est un des rares domaines qui est vraiment complètement live. On ne peut pas tricher, on ne peut rien faire. Voilà, les gars, ils courent sur un stade, ils jouent au tennis, ils font tout ça. Et du coup, leur mettre des dispositifs supplémentaires alors qu'ils font du sport, c'est pas possible. Et ou sinon, ce serait trop cher parce que par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du système markerless, mais c'est quand même un 3 mètres sur 3. Enfin, il y a des distances à respecter. Si on commence à mettre ça à échelle d'un stade de foot, ça n'a jamais été testé et ça pourrait être compliqué du coup de traquer le mouvement de chaque footballeur qui suit bien en live sur son avatar, etc. C'est méga chaud. Donc pour aujourd'hui, il existe plutôt des formats 360, donc avec des caméras 360 cachées sur les stades, etc. Et les gens peuvent regarder et tout. Mais c'est pas du temps réel comme du métavers. Et nous, on a déjà fait des expériences où, par exemple, pour Roland Garros, on a fait un monde sur VRChat où on a reproduit les terrains de tennis, des lieux de Roland Garros, et les gens pouvaient s'y rendre en tant qu'avatar, mais ils ne voyaient pas de joueurs jouer. Eux, ils pouvaient jouer au tennis virtuellement en avatar. À un moment, il y avait un écran qui diffusait aussi des matchs de tennis, donc ils regardaient quand même un écran dans la réalité virtuelle. Et il y avait une émission France 2 qui était tournée dans le studio virtuel avec des présentateurs que j'ai filmés sous forme d'avatar. C'était hyper drôle d'ailleurs, le stade 2, de les voir. Oui, bonjour mesdames et messieurs, en mode avatar. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est des sessions spéciales avec les joueurs. J'ai pensé beaucoup des choses VIP, comme on invite une trentaine de personnes virtuelles et on invite le sportif à se mettre sous forme d'avatar, mais pour parler. Mais en tout cas, quand le sportif fait du sport, c'est difficile d'imaginer un dispositif qui le retranscrit à la perfection dans le virtuel sans l'emmerder, quoi. Donc c'est pour ça que c'est encore un peu délicat comme domaine. Ouais, comme tu dis, ça peut être très bien. OK, avec des caméras 360, on arrive quand même à avoir quelque chose de cool. On est, juste devant, pour reprendre le tennis, on est devant le court. On peut être là, on peut regarder et cetera et après, juste après quand il sort, on a ses réactions à chaud et pareil, bah, c'est comme s'il était soit dans la pièce avec nous ou soit dans un studio qui a été fait. Ça reste quand même, ça reste quand même un pas en avant entre guillemets et une expérience qui est cool de se dire ah bah ok bon Nadal qu'est-ce qu'il en a pensé de son dernier match, bon, on est juste à côté. Peut-être il y a de la traduction qui peut se mettre en même temps ou des sous-titres, ça, je sais pas, mais ça peut être en tout cas ça peut être une belle expérience pour les gens qui ont cette envie-là d'être au contact et d'être proche de se sentir proche des sportifs, quoi. J'ai oublié de dire un truc tout à l'heure quand tu m'as demandé l'évolution de l'industrie. J'y pense maintenant, mais c'est évident. Enfin, j'y ai déjà pensé, mais c'est aussi l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous ces trucs-là pour faciliter nos vies dans le virtuel, que ce soit la traduction. Nous, dans Vroom, on pense à l'intégrer, par exemple, pour les artistes qui loueraient ou qui performeraient sur une scène, c'est pouvoir la customiser avec du vocal prompting. Donc, ok, je veux tel skybox, je veux tel objet, tel truc, comme quelqu'un qui viendrait customiser sa scène avant de performer, ferait ça quelques jours avant de performer, puis ensuite, du coup, il performerait dans un environnement qui est à lui. C'est de faire en sorte qu'un artiste qui n'ait pas de connaissances techniques puisse profiter, faire un concert virtuel, etc., sans construire un monde lui-même et à son image. Et ça, l'IA, elle va tout pulvériser dans tous les sens. Enfin, là, dans les années à venir, dans nos mondes, en tout cas, il va clairement y avoir une croisée entre l'IA, le métavers, même sans doute le Web3 et tout, et ça va être un peu le Big Bang des technologies qui va créer le grand métavers, un de ces quatre. Ça C'est compte clair. aussi dans L'IA, c'est vrai que maintenant, elle est présente partout. C'est vrai qu'elle est présente partout. Tu as bien raison. Limite, on l'oublie de préciser que c'est une évolution parce qu'elle est tellement présente partout qu'on oublie d'en parler. J'ai bien compris sur le fait que dans le sport, c'est difficile d'être encore actuellement dans le métaverse avec tous les dispositifs nécessaires. Par contre, le 360, c'est possible. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais est-ce que tu as des projets en lien avec un gros événement sportif l'année prochaine en France, qui est les Jeux Olympiques? Est-ce que tu as des projets déjà en cours? Est-ce que tu as peut-être des projets derrière la tête? Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, je pose la question comme ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Non, alors malheureusement, en fait, chez Vroom, on a décidé de se consacrer au spectacle vivant il y a à peu près 1 an et demi. Donc avant ça, on avait fait quelques projets pour France Télévisions, Roland Garros et les JO de Pékin. On avait fait des petits mondes virtuels. Mais comme ça demande plus de mécanismes de gamification, ça demande un peu technologiquement des choses différentes, on s'est dit, bah, nous, notre plateforme, il faut qu'on la spécialise dans quelque chose qu'on maîtrise plus avec des outils spécifiques.
Donc on s'est un peu écarté du sport, donc on pourrait faire la même chose, hein, toujours des mondes dans d'autres plateformes un peu gamifiées si on le souhaitait, mais comme on s'est beaucoup moins axé là-dessus, on n'a pas du tout été approché par qui que ce soit des JO. On a été approché par des artistes qui allaient performer aux JO, mais finalement les projets ne se sont pas faits parce que c'est hyper instable. La préparation des JO, vous imaginez, c'est une montagne, donc il y a beaucoup de projets qui ont peut-être eu lieu, puis pas eu lieu, annulés, etc. Donc non, pour l'instant, j'ai rien de confidentiel à dire puisque nous n'avons rien de prévu spécialement pour les JO. Ok, bah, c'est clair parce que je sais que beaucoup de gens en France pensent à cet événement l'année prochaine, que je sais qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs sur place qui regardent comment rendre les Jeux Olympiques de Paris uniques ou les premiers dans tel secteur d'activité. Donc, ça aurait peut-être été les premiers dans le 360 ou ce genre de choses. C'était pour ça que je voulais rebondir sur le sujet. Et un autre sujet sur lequel tu parlais juste avant, c'est effectivement les difficultés, soit sur de la tech, soit sur du financement, ce genre de choses. Toi, en tant que, on va dire, plus qu'une grande actrice dans l'écosystème, quelles sont les plus grosses difficultés qu'il y a actuellement ou que tu as eues ou que tu penses qu'il va y avoir dans le futur? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de barrières, de choses comme ça? Les barrières, elles sont, pour parler des barrières financières, elles sont énormes parce qu'en fait, les financements ne suivent pas. C'est pas comme les États-Unis où il y a des gros cachets. Les financements en France et en Europe, généralement, sont très politiques, donc on saupoudre plus des sommes plus maigres que des énormes sommes. Après, je dis ça, mais le ministre de la Culture a sorti hier un appel à projet qui s'appelle Appel au projet métavers et culture immersive, où là, il compte donner beaucoup plus de gros cachets parce que ça fait partie du programme France 2030. Et nous, d'ailleurs, on a été label French Tech 2030. Parmi 125 sociétés, il n'y en a que 2 qui ont été choisies dans le segment réalité virtuelle, donc c'est le casque Lynx et nous-mêmes, donc assez fiers de ça. Mais les appels à projets, donc celui-là, normalement, devrait donner des moyens plus gros à quelques sociétés et être plus sélectif. Mais de façon générale, comme je vous le disais, en France, on est très créatif dans l'écosystème. Et dans l'écosystème créatif, c'est souvent des projets qui sont aidés ou qui sont financés et pas des sociétés. Donc les sociétés, en plus, vu qu'on est dans des domaines très nouveaux, sont obligées de financer leur propre R&D dans le process de création. Donc entre deux créations, elles sont un peu en mode on se serre la ceinture, on suffoque parce qu'il n'y a pas de financement entre plusieurs créations. Dans le milieu du jeu vidéo, c'est un peu pareil. Le jeu vidéo, t'en parlais tout à l'heure, mais les acteurs du jeu vidéo snobent le jeu vidéo en réalité virtuelle. Du coup, le jeu vidéo en réalité virtuelle est snobé par les aides dédiées à des œuvres artistiques. Donc, c'est un peu compliqué pour ce secteur, alors que c'est un secteur qui fait de l'argent. Enfin, il y a des jeux en réalité virtuelle qui ramènent de l'argent vraiment et qui sont efficaces, mais ils doivent aussi s'auto-financer, se débrouiller entre eux, être en mode un peu guérilla. Donc, on espère que, aussi par le CNXR, porter leur message. Et pour les autres aspects, il y a énormément de sociétés qui ont fermé récemment sur les dernières. Financièrement, l'écosystème était mauvais pour tout le monde. Vous avez dû le voir dans le Web3, il y avait beaucoup moins d'investisseurs qui se lançaient. Les aides publiques traînaient à arriver ou à être données. Donc, en fait, nous, en France, on jongle vachement avec les aides publiques parce qu'on n'a pas des aides privées aussi puissantes que dans d'autres pays. Donc, c'est une force d'un côté parce que les aides publiques sont plus agnostiques sur ce qu'elles aident au niveau artistique, etc. Elles sont moins sur le rendement financier. Mais en même temps, on souffre d'un manque de financement. Nous, Vroom, par exemple, là, on est en levée de fonds. On cherche un investisseur lead et on a du mal à le trouver en national. Au début, on voulait avoir ce message très souverain, on est français. Donc, on a des fonds de financement qui nous suivent, mais on n'a pas encore le lead. On le cherche, mais on ouvre maintenant nos frontières à l'Europe et à l'international. Donc on verra. Mais je veux dire, c'est ça, le financement, c'est un premier très très gros problème parce qu'il y a un problème justement de compréhension de notre industrie, d'intérêt. Les gens se disent mais pourquoi c'est là, il n'y a pas de marché, si on avance, c'est ceci, cela. Mais justement, quand on en avance, c'est un peu le moment de miser dessus. Voilà, c'est un peu ça. C'est toujours le même problème, hein, c'est que quand les gens disent bah non mais ouais, c'est un petit truc, etc. Et après quand ça explose et que c'est partout, ils disent ah mais en fait c'est pas mal, hein. C'est le problème, mais c'est intéressant du coup le fait que tu partages ça avec nous. Et c'est vrai que du coup vous faites le choix de plutôt avoir comme tu dis un gros investisseur qui rentre avec vous et pas par exemple de dire ok on a une communauté. On peut, parce que nous, du coup, on parle beaucoup de tokenisation et le fait de lever des fonds, mais avec des plus petites parts, avec différents types de tokens qui peuvent donner aussi même des droits, des rewards, des accès, etc.
Est-ce que vous êtes posé la question aussi de pourquoi pas le faire, ou est-ce que c'était vraiment tracé ou dites non, que moi on préfère une grosse entité ou un fonds peut-être et pour être plus solide? C'était plus une question de timing parce qu'en fait, nous, sur le développement de la plateforme, l'année dernière, on a eu quand même pas mal de subventions. On a été aidé par le gouvernement français pour développer la première partie de la plateforme. Là, on va intégrer la monétisation dans une seconde partie, mais on va commencer à avoir un service satisfaisant un peu plus tard, ce qui nous permettrait de lever, entre guillemets, des fonds auprès de notre communauté. Et de toute façon, on s'attend à ce que notre communauté paye des tickets pour aller à des concerts, des gadgets, etc. Donc, vraiment, qu'il y ait un système de monétisation solide. Mais avant de demander à des personnes privées de nous financer, en plus, les besoins de financement sont assez gros. Je veux dire, on cherche 4 millions. C'est pas comme si on cherchait 200 000 euros, tu vois. Donc, c'est un peu délicat. Donc, on préfère faire rentrer des gros acteurs, des investisseurs dans un premier temps, une première vague, ou des financements publics si ça fonctionne, ou les deux, pour continuer la plateforme. Et je pense que d'ici un an, on commencera à avoir des revenus générés. Et au pire, si on a besoin d'un coup de pouce, on pourra demander à nos communautés. Mais là, c'est vraiment notre objectif, c'est de créer une communauté assez solide et de leur proposer des services cool avant de leur demander de l'argent ou quoi que ce soit. Ok, donc si vous êtes un investisseur, que vous voulez investir dans la société de Maud, que vous avez 4 millions qui traînent, n'hésitez pas. 1,5 million pour l'investissement lead. On a les suiveurs. Ok, donc tu as déjà levé alors. Tu as déjà reçu un petit peu des premiers investisseurs. Il y a des investisseurs qui nous suivent. Ça arrive souvent dans le milieu de la levée de fonds. Il y en a qui disent « Ok, on vous suit », mais on attend que quelqu'un soit le premier, donc le lead. Oui. Et dès qu'un lead s'engage, ça veut dire que le projet est aussi assez solide. Enfin, les suiveurs croient au projet, etc., mais ils ne peuvent pas se positionner comme lead. Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est le lead, effectivement. Ok, bravo pour ça. En tout cas, on croise les doigts très fort pour toi, Maud, pour cette levée. En tout cas, toutes les forces à toi pour que tu la réussisses et le plus rapidement possible et que tu trouves ce lead investor parce que c'est super important pour ton projet. Et merci d'avoir pris le temps d'expliquer effectivement que tu es en train de lever les fonds. Et je pense que, effectivement, comme tu le disais au début, ce secteur-là, je pense que les investisseurs ne sont encore pas nombreux parce qu'ils ont du mal à comprendre. Mais par contre, il y a des experts quand même et peut-être ça se trouve plus à l'étranger, comme tu disais, plus qu'en France. Mais en tout cas, aucun doute que tu vas le trouver. Et s'il y en a un qui nous écoute, en tout cas, contactez Maud, s'il vous plaît, très très important. Incroyable produit, incroyable concept, incroyable projet et incroyable founders. Donc il faut vraiment, vraiment la contacter. Au niveau de la partie des tendances, on en a un petit peu parlé des différentes tendances qui se passent actuellement dans le métaverse. Est-ce qu'il y a des tendances qui sont futures, que tu vas voir évoluer? Donc, quand on parle de tendance, c'est vraiment sur la partie métaverse pure. Est-ce qu'il y a des tendances que tu vois évoluer qui sont pour toi peut-être trop récentes pour exploser, mais c'est une opportunité? Et d'autres, peut-être, elles peuvent se faire, mais la tech n'est encore pas assez présente. Est-ce que tu penses qu'il y a des tendances qui pourraient arriver et révolutionner encore plus ce secteur? Oui, alors je réfléchis parce que le domaine est varié. Si tu veux, ces derniers temps, moi, je me suis quand même plus intéressée au milieu des concerts, mais j'ai quand même vu une révolution de ce côté-là. Par exemple, des plateformes comme Roblox ou Fortnite, qui sont des jeux en flat, comme on dit, plat, intègrent de plus en plus de concerts et de performances parce qu'ils ont vu que c'était un endroit où aller, un endroit où il y avait de l'attraction, où on pouvait avoir de l'argent. Donc c'est là qu'à ce moment-là, nous, on s'est dit qu'on avait quand même eu du flair parce qu'on fait ça depuis longtemps. Et le fait que ces plateformes, certaines d'entre elles deviennent des plateformes en réalité virtuelle, comme Roblox, ça veut dire aussi qu'ils ont un intérêt à faire ça en immersif et à aller sur ces plateformes immersives. Donc la tendance un peu, c'est le mix entre le jeu vidéo et les moments sociaux du jeu vidéo, parce que tous les jeux vidéo, surtout les MMORPG, je pense au World of Warcraft ou je sais pas, les League of Legends, etc. Je pense que de plus en plus, on va avoir des ponts où d'un coup on va jouer et d'un coup on va là, ah tiens, on va aller à un concert sur notre plateforme, c'est cool, go. Ah tiens, on va aller se faire une DJ set par ici, par là. Pour moi, la tendance aussi à venir, ça va être vraiment ce côté cross-platform. C'est un peu plus long-termiste, mais c'est vraiment ce côté où on pourra tout faire dans le digital. On va pas passer nos vies avec un casque sur la tête, mais en termes d'entertainment et de social, on pourra faire beaucoup de choses. Donc jouer, parler avec ses amis, participer à des concerts, etc. On pourra se faire des soirées un peu cross-platform et plus longues. Et non, je pense aussi que la nouvelle tendance, et celle sur laquelle nous on est, c'est que les gens performent de plus en plus dans le métavers. C'est au-delà de proposer des grosses stars qui performent et que les gens vont voir, comme Ariana Grande, etc.
c'est de proposer des artistes beaucoup plus indépendants, qu'eux-mêmes puissent prendre des outils en main, puissent les approprier, acheter du motion tracker, se performer sur des stages, s'entraîner. Enfin voilà, c'est le côté opportunité dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça, en fait, pour moi, la tendance et l'avenir, c'est que les gens prennent en main les outils, les comprennent et les détournent, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais, puis ça peut même aussi, comme tu dis, entre guillemets, venir du bas. C'est-à-dire que parce qu'il y a des petits artistes qui font des choses et qui push, et peut-être qu'ils font un buzz, etc., que les gros vont se dire, ah mais attends, je suis peut-être en train de louper un truc. Comment ça se passe? Comment je peux faire moi aussi? Hop, et j'y vais, etc. Donc oui, ça peut. Et du coup, c'est un autre chemin qui est différent, qui est pas mauvais, qui est bien aussi, et qui se construit peut-être même plus solidement parce que les gens qui vont être là, même avec les petits artistes, ils vont dire bah ok, nous on est là, on est une communauté, on aime cette façon de consommer du spectacle. Et on aimerait voir pourquoi pas des grands, mais je veux dire, avec les petits, entre guillemets, on est au top avec ça. Et justement, en parlant de ça, parce que bon, vous avez quand même fait un projet avec Jean-Michel Jarre qui était top. Et je ne sais pas dans quel jour il joue, petit, grand, ça après, c'est et voilà. Mais du coup, hyper curieux d'en savoir un petit peu plus. Si tu veux nous en dire plus sur comment peut-être l'idée est venue, comment est-ce que vous avez été mis en contact, comment est-ce que lui, l'information justement, il l'a prise, est-ce qu'il, je sais pas, il a dit ouais, non, en fait, c'est quoi ce truc? Un petit peu, ouais, nous parler de ce projet parce que c'est quand même assez exceptionnel. Alors, la toute première collaboration entre Jean-Michel Jarre et Vroom, j'étais pas encore chez Vroom, mais je la connais bien. C'était pour un spectacle qui s'appelle Alone Together et c'était en 2020 pour la fête de la musique. C'est la mairie de Paris, il me semble, qui a appelé Vroom, qui a été en contact avec Vroom et qui a demandé à Louis, au fondateur, de dire bah, on aimerait qu'il y ait un spectacle immersif, ça pourrait être cool. Et Louis a dit bon, vous inquiétez pas, je vais trouver un artiste. Et Louis travaillait lui-même avec un artiste qui a fait la mise en relation avec Jean-Michel Jarre. Ensuite, Jean-Michel Jarre, avec son agente, ils ont appelé Louis un certain temps pour voir s'il tenait la route. Et ils se sont lancés dans le projet de faire un concert en réalité virtuelle en 3 semaines. Donc c'était vraiment rien comme temps. C'était un marathon, un hackathon, comme on dit. Au bout de 3 semaines, le concert se passe, c'était un live, et moi j'étais dans ce concert-là en tant que spectatrice. J'étais dans la salle VIP, j'avais un avatar de petit lapin. Donc j'ai dit à Jean-Michel Jarre, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais un petit lapin. C'était super. Et du coup, après, quand j'ai intégré Vroom et qu'on a fait le projet Notre-Dame, là, on va dire que c'était le premier gros concert construit pour Jean-Michel Jarre, parce que le précédent, c'était un très bon exercice, mais ça restait prototypal. Là, pour Notre-Dame, on a eu 2 mois et demi de production, comme je vous le disais tout à l'heure. En plus, ce qui était complexe, c'est qu'on avait un broadcast qui était prévu pour BFM TV. On était l'événement officiel du Nouvel An, donc il fallait qu'on ait un broadcast parfait. Du coup, Jean-Michel Jarre, lui, il jouait dans un studio dans lequel il était filmé. Il avait un retour écran au loin des personnes en réalité virtuelle. Et dans la réalité virtuelle, c'était un tout autre spectacle pour Notre-Dame de Paris. Et en fait, Jean-Michel Jarre, c'est quelqu'un de passionnant et d'exigeant parce qu'il est hyper impliqué. C'est celui qui bosse le plus de nous tous. Il va appeler tout le monde tout le temps, toute l'équipe, essayer de comprendre des contraintes techniques. Au début, forcément, il va dire « Ouais, artistiquement, je veux... nanana ». Et à un moment, il faut le calmer. Il faut dire « Écoute, Jean-Michel, la technologie nous contraint parce qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose. » Mais il va assez vite comprendre et le lendemain, il va dire « Ah oui, parce qu'on ne peut pas faire ça, bah peut-être on peut faire ta. » Enfin, vu que lui, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours bricolé dans les nouvelles technologies musicalement, il a ce réflexe en fait de rebondir très vite dès qu'on lui dit non pour quelque chose. Il va trouver une idée alternative. Et du coup, c'est hyper intéressant de discuter avec. En plus, il est toujours très optimiste, très plein d'énergie. Donc, il porte les gens vers le haut et c'est vraiment passionnant de bosser avec lui. C'est très prenant. Hein. On perd des points de vie, mais en même temps, on en gagne en termes de savoir mental. Donc, Notre-Dame, moi, ça m'a porté à la fois sur le côté chefferie de projet, de comprendre l'ensemble de la construction d'un concert à la fois immersif et l'enregistrement studio télé. Sur la réalisation, c'était une co-réalisation au final. Enfin, j'ai réalisé, mais je veux dire, je faisais tout valider à Jean-Michel Jarre en avance. Donc, j'avais fait la motion capture d'un mini bout de... Non, j'avais pris la motion capture de son concert précédent juste pour faire des tests dans Notre-Dame, dire bah, j'aimerais tel plan. Et au fur et à mesure que je recevais les effets et la 3D qui évoluait, bah, mon plan de réalisation évoluait. Et comme sa musique, elle était timée, il n'y a que les mélodies qui changeaient en live, bah, on pouvait dire bah, la caméra, vraiment, elle change à tel moment. On pouvait faire quelque chose de très clippé et rythmé. Et
précodés. Entre guillemets, je précodais mes plans caméra, sauf certains où je me laissais une liberté sur le moment. Mais on va dire que c'était, comme on appelle ça, du live on tape. C'est-à-dire que Jean-Michel Jarre était live, mais les plans caméra étaient préparés. Ensuite, on a fait un autre projet l'année d'après qui s'appelle Oxymore, où là, Jean-Michel, en gros, il a dit « Ok, j'ai connu le côté de je suis sur une scène, dans un endroit stylé et tout. Maintenant, on va tester quelque chose de plus réalité virtuelle. » C'est-à-dire que c'était un monde ouvert, en noir et blanc, où on transportait les spectateurs d'un environnement à un autre, on les téléporte pour chaque morceau dans un endroit différent. Et c'est un monde qui semble ouvert, mais comme on a des contraintes techniques, c'est pas complètement ouvert, mais ça donne la sensation que c'est hyper grand, hyper ouvert. Et c'est là qu'on a mis aussi l'hologramme. Et même l'album en lui-même, Oxymore, est très expérimental parce que Jean-Michel rend hommage à Pierre-Henry, qui est un artiste électro des années 50. Donc ce projet-là, il était cool aussi parce que dès que Jean-Michel Jarre il jouait en vrai au Palais Brongniart à Paris pour 250 personnes, nous on prévoyait de le montrer à 250 personnes en virtuel. Donc on onboardait des groupes de personnes et on les divisait par 50 personnes parce qu'on pouvait être 50 maximum dans un monde virtuel. Après, ils se clonent dès qu'il y a de nouveau 50 personnes. Et j'avais formé des hosts virtuels pour chacune de ces salles. Donc les hosts virtuels, ils emmenaient les gens, ils disaient voilà, vous devez choisir tel avatar parce que c'était avatar obligé. Ils devaient avoir l'apparence du monde virtuel en noir et blanc. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des avatars de chats, de chiens, de n'importe quoi. Et du coup, ils suivaient l'expérience en étant complètement assortis avec le monde, en ayant des avatars similaires et tout. Donc ça donnait vraiment un côté artistique très cool. Et en termes de gestion, on a dû gérer des fans de Jean-Michel Jarre qui ont acheté un casque pour ça, qui sont passés de la fanpage Facebook à Discord. Déjà, c'était un grand pas vers l'humanité, mais en plus, devoir se connecter à VRChat, etc., c'était un truc de fou. Et on a eu un témoignage très touchant d'une dame qui s'appelle virtuellement Flopette, mais qui a 60 ans, qui est en fauteuil roulant, qui n'a jamais pu voir le moindre concert de Jean-Michel Jarre. Et là, pour une fois, j'ai pu voir un concert. Et je l'ai même invité à une Q&A avec Jean-Michel Jarre après. J'avais invité 30 fans triés sur le volet pour lui poser des questions. J'avais peur qu'en termes de modération, ce soit chaud, mais en fait, c'est hyper sage. J'étais c'est Monsieur Jarre. Et il dit moi, j'ai une question et tout. C'était trop mignon. Du coup, ça, c'était le deuxième projet de Jean-Michel. Et récemment, on a fait le concert dans le château de Versailles, qui là était un vrai projet hybride parce qu'il a pu performer dans le château de Versailles à la Galerie des Glaces. Et là, on a fait à la fois le concert dans le château de Versailles, un concert dans un environnement virtuel de Versailles qui était dans Vroom, avec beaucoup plus de mapping et d'éléments visuels. Et avec le réalisateur caméra sur place, on s'est coordonné pour avoir des mouvements de caméra similaires. Donc, par exemple, lui, il m'a dit à l'avance, je vais avoir un cable cam à tel endroit. Moi, je l'ai placé en réalité virtuelle. Moi, je dis, je vais faire tel plan, tel plan. Donc, on s'est coordonné sur quelques plans. Et ensuite, on a fait des plans chacun de nos côtés. Mais ce qui fait que des fois, dans la réalisation de la vidéo virtuelle, il y a un cable cam qui commence en vrai et finit en virtuel. Enfin, voilà, on a vraiment voulu flouter les langages virtuels réels pour la production vidéo. Donc ça, c'était assez riche et intéressant. Donc à chaque fois, en fait, qu'on a fait des nouveaux projets pour Jean-Michel, ça nous a toujours amené dans une nouvelle dimension. Et il est non seulement hyper productif, et dès qu'il finit un projet, le lendemain, il nous appelle en mode « Coucou, j'ai un nouveau projet. » Il a beaucoup d'énergie. Ah ouais, incroyable. Ah mais ouais, ce témoignage, il est juste fou. C'est la récompense morale entre guillemets de tout le travail qui a été fait. Et parce que vraiment, en tout cas, moi, le gros point que j'attribue à justement la réalité virtuelle, métavers, etc., c'est vraiment ce côté créer des émotions, en fait. Je pense que c'est vraiment le gros point où on ressent pas la même chose quand on est dans un monde peut-être obscur, noir, et là, ok, il y a une musique hyper glauque, etc. Ou alors, on est, je sais pas, sur une plage à Bali avec un DJ set, etc. Et le fait de reproduire ça, tout de suite, notre cerveau, il se dit, ok, bah, en fait, là, ouais, là, je ressens pas la même chose, etc. Et c'est ça le gros point. En tout cas, j'imagine que c'est aussi, il faut avoir cette sensibilité, en tout cas, je pense, pour quand on se dit, OK, comment est-ce qu'on va faire les choses? C'est comment est-ce que les gens vont se sentir à ce moment-là? À quel point est-ce que toi, en tout cas, c'est mon analyse, mais à quel point est-ce que c'est la réalité ou peut-être pas du tout, je sais pas, tu vois, mais à quel point vous essayez en tout cas d'intégrer ce genre de détails? Non, pour nous, c'est hyper intéressant et c'est rigolo que tu dis ça parce que notre designer 3D, il est architecte à la base. Donc, c'est vraiment une notion de l'espace, de l'intérieur, de rendre les choses confortables pour les gens. Moi, j'ai toujours prôné l'idée d'avoir un espace réel et virtuel qui soit différent. Et j'ai justement le travail sur l'espace, le fait que l'espace soit cosy et intéressant, c'est vraiment le gros de notre travail. Dès qu'on commence un projet, c'est la première question, c'est on fait quoi comme espace, on le gère comment,
c'est pour combien de personnes, qui se sentent bien, etc. Et ensuite, on ajoute du détail. Donc, c'est typiquement le point de départ. Et par exemple, c'est pour avoir plusieurs anecdotes, le festival de Venise, on avait fait un monde au soleil. Il faisait toujours beau parce qu'on est en réalité virtuelle, il fait toujours beau, on est sur une île, c'est cool. Et en fait, les gens étaient trop de bonne humeur et tous les jours, c'était ah, je reviens, il fait beau, c'est cool. Alors qu'à Paris, il fait gris, ou à tel endroit, il pleut et machin. Et tous les jours, j'ai mon petit rayon de soleil et mes petits dauphins qui sautent dans la mer, c'est cool, quoi. Et pour South by Southwest, on a créé un monde imaginaire pour le hub principal, mais derrière, on a modélisé en 3D des lieux qui existent à Austin, au Texas. On en a modélisé plusieurs. L'Empire, qui est une salle de concert, le Mohawk, qui est une autre salle de concert, le Contemporary, qui est plutôt un endroit d'exposition, et le Paramount, qui est un cinéma. Mais on les a stylisés, mais ils étaient au format avec les plans vraiment des lieux réels. Et moi, je les ai découverts en plein Covid, en réalité virtuelle, dans nos productions d'abord. Et l'année d'après, quand je suis allée à South by Southwest, j'ai vu ces lieux pour de vrai. Et en fait, je les connaissais déjà en virtuel, donc j'avais une sensation de me sentir à la maison. Je disais, mais en fait, je connais trop bien ce lieu, je sais où sont les toilettes, où sont machin et tout. Et ça donne un sentiment d'appartenance qui est énorme. Donc, je pense aussi que pour valoriser des lieux existants, le fait de les faire en réalité virtuelle et d'y vivre un moment qui est complètement différent de ce pourquoi ils sont faits dans la vraie vie, avec d'autres personnes sous forme d'avatar, etc., ça crée un attachement au lieu. Et à contrario, quand on crée des lieux complètement imaginaires, comme Oxymore, par exemple, pour Jean-Michel Jarre, ça crée un attachement énorme aussi, parce qu'on dit, ah ouais, j'ai vraiment été dans un environnement cartoon, BD, Métropolis. Moi-même, j'étais à un cartoon, un Métropolis, avec d'autres gens comme ça, on sautait partout, on écoutait de la musique, enfin, c'était fou, quoi, comme moment à partager. Donc, clairement, ce côté de nous, de toute façon, c'est un peu notre tagline, c'est Emotions Beyond Reality. Ah ouais, ok. Ah oui. On veut donner l'émotion du spectacle vivant, quelle que soit la forme de réalité dans laquelle on le fait. Parce que le fondateur de Vroom, Louis Catuttolo, il a été propriétaire d'un théâtre pendant 20 ans. Moi, je viens aussi de l'univers du théâtre à la base et de la performance. J'ai moi-même fait du stand-up et de l'acting. Okay. Donc, on est très intéressés. Enfin, en fait, on est des fondateurs un peu chelous parce qu'on est plutôt des artistes que des entrepreneurs. Enfin, Louis aussi a une grosse carrière d'entrepreneur et il a bossé chez THX aux États-Unis. Enfin, voilà, il a été beaucoup d'années en Chine aussi dans des sociétés de communication. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que notre entreprise, elle est surtout aussi la technologie au service de l'artistique. Ouais. En ayant un aspect évolution technologique, parce que notre directeur technique, lui, qui s'appelle Anthony Vitio, et c'est quelqu'un qui est dans la VR en tant que développeur et blogueur depuis 2015 aussi. Et lui, il est super intéressé par l'innovation technologique. Donc en fait, on doit trouver des langages communs tout le temps entre l'artistique, la technologie et le côté architecte, environnement, design. En fait, vu qu'on est les principaux associés, c'est toujours cette discussion-là qui a lieu, on va dire. Ah, mais chacun apporte justement sa touche, chacun apporte sa vision et le fait de les mettre ensemble et de les faire cohabiter, c'est ce qui apporte ça. Mais ouais, du coup, c'est intéressant que vous êtes plutôt, entre guillemets, vous avez ce côté artistique qui, justement, mais qui fait aussi la différence, je pense, au final. Je pense aussi parce que des purs devs ne pourraient peut-être pas mettre en place, quoi. Ouais, au-delà du dev, c'est comme des plateformes, tu vois, Facebook qui crée leur plateforme, c'est un groupe corporate qui crée sa plateforme, et du coup, la plateforme, à première abord, elle a un côté un peu froid et aseptisé. Au fur et à mesure, il faut que les gens la peuplent et créent des choses, mais quand on sent que c'est des corporations qui créent des plateformes et non pas des humains, ça change tout. Par exemple, je connais une autre plateforme française qui s'appelle Patchworld, qui a été créée par une collègue que j'aime bien, Mélodie Mousset. À la base, elle est artiste contemporaine. Sa plateforme, elle est complètement pétée du casque artistiquement, c'est hyper drôle. Il faut créer des instruments sur des coquillages, enfin on tape des coquillages en gros pour que ça fasse de la musique. C'est de la création de musique sur des environnements what the fuck, et c'est graphiquement très très perché entre guillemets, mais c'est cool parce que c'est hyper unique vu que c'est une artiste qui est derrière cette plateforme-là, contrairement aux plateformes créées par des grands groupes où là bah, ça peut sembler plus froid en fait comme atmosphère. Ouais, on pourrait même s'imaginer. Et d'ailleurs, ils l'ont déjà fait justement avec un peu ce rush des NFT qu'il y avait, où les gars, ils affichaient les NFT, ils faisaient leur propre déco, etc. On peut imaginer faire un peu comme, je sais pas, il y a ce musée, moi, qui m'avait toujours qui m'avait fait rêver, enfin, qui m'avait laissé un peu. C'est le musée de Salvador Dali en Espagne, là, c'est pareil, où il n'y a pas de logique, c'est vraiment à l'image de l'artiste. Et du coup, on peut reproduire ça aussi d'une façon beaucoup plus facile, je sais pas, mais on peut le reproduire plutôt dans un monde virtuel et donner libre cours à l'artistique
pour faire voyager l'utilisateur. Donc, ouais, non, c'est incroyable. Bon, bah, nickel. Est-ce que, quel est un petit mot de la fin, Maud, qu'est-ce que tu voudrais ajouter pour toutes les personnes qui nous écoutent? Grande question. Bah déjà, si vous avez un casque de réalité virtuelle, téléchargez Vroom et venez sur la plateforme explorer. En plus, on a intégré les avatars Ready Player Me, qui sont un système d'avatarisation assez connu. On en a designé quelques-uns à nous. Donc voilà, il y a des hubs dans lesquels vous pouvez faire des choses tous les jours. Donc c'est sympa. Puis non, petit mot de la fin, non, c'était une discussion intéressante et je pense qu'il va y avoir aussi une croisée avec le milieu du Web3, vu que j'imagine aussi que les personnes qui vous regardent qui nous regardent sont plutôt issues du Web3. Je pense qu'il va y avoir une croisée évidente entre le Web3, le métavers, l'IA, enfin voilà, un jour nos chemins seront les mêmes. Voilà, le mot de la fin. Ouais, 100%. Ouais, très, 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 c'est très juste. C'est exactement ça. En tout cas, moi, j'y vois que des opportunités de pouvoir faire des choses avec tous ces domaines qui sont pour moi de la même famille où c'est la technologie, elle va pouvoir servir à créer de nouvelles opportunités, créer de nouvelles émotions et créer de nouveaux chemins divers et variés. Mais magnifique. Même dans le secteur de la formation, hein, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le secteur de la formation, il y a de plus en plus de choses qui se font sur le métaverse. Oui, ça va l'information. vraiment être un endroit où ça va bouger aussi beaucoup. C'est vrai. Bon, bah, trop bien. Eh bien, génial. Bah, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode de Talk & Talkers et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk & Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.